Bonjour. Alors, déjà, je remercie les Creative Morning de m'avoir invité, mais moi qui représente le Festival Circulation. C'est un honneur pour nous, en plus d'être à la mairie de Paris, pour présenter cette manifestation, sachant que nous sommes une association et que pour nous parler, c'est quand même, et montrer ce qu'on fait, c'est quand même très, très important. Donc, merci à l'équipe des Creative Morning et à Monsieur Girard et à la mairie de Paris. Alors, moi, je ne suis pas très habituée à ce genre d'exercice, enfin, moins que d'autres. Donc, voilà, si de temps en temps j'ai des bugs, veuillez m'excuser, parce que je ne suis pas habituée à parler 20 minutes avec un micro de ma vie personnelle. Donc, voilà. Alors, le brief qui m'a été donné est d'être dans la narration, donc de raconter une histoire personnelle. Donc, je vais vous raconter, en tout cas, au moins pour la moitié des 20 minutes, ma vie. Voilà. Si c'est trop chiant, surtout, vous n'hésitez pas à... Alors, j'ai grandi, et oui, dans une famille d'artistes, c'est-à-dire que je viens d'un milieu, on va dire, plutôt des arts vivants. Donc, pour la faire courte, ma mère est pianiste, mon père est architecte, ma sœur est costumière de théâtre, mon autre sœur est directrice de théâtre, mon neveu est compositeur. Ma grand-mère était pianiste, enfin bon, bref. Et ma mère qui a fait le CNDC, le Conservatoire national supérieur de Paris, a été mise au piano à 8 ans, retirée de l'école, enfin bon, c'est quand même une autre époque. Et moi, j'étais promise à faire de la danse. Donc, et j'ai été mise à la danse à l'âge de 5 ans parce que j'avais les pieds en dedans. Et puis finalement, on m'a trouvée plutôt douée et donc ma mère a dit « ma fille sera danseuse ». Donc, pour ceux qui ont vu Black Swan, vous savez que c'est pas un milieu très tendre ni très sympathique. Et du coup, voilà, j'ai fait de la danse, j'ai sport-études, enfin bon, bref. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler, pour ceux qui connaissent la téléperformance, pour pouvoir me payer. Enfin, ça avait l'intérêt qu'on pouvait aller à la danse le matin, l'après-midi travailler. Enfin bon, la souplesse des horaires était intéressante pour moi. Et alors maintenant, avec le recul, ce qui me paraît complètement incroyable, ils m'ont embauchée. Alors, j'avais 18 ans et 3 jours. Je pense que je devais être complètement décérébrée. Et je me suis retrouvée, c'était le début des numéros verts, parce que malheureusement un peu d'âge. Donc voilà, donc c'était le début. J'avais des plateaux de réception d'appels de 300 personnes. Enfin, c'était un truc hallucinant. Et je me suis retrouvée superviseur, puis chef de groupe, et puis chef de plateau, puis le truc. Je me suis retrouvée, j'avais 19 ans et 3 jours. J'avais même pas jamais vu un PowerPoint de ma vie. Moi, j'ai quand même été élevée où le mot "je vais au bureau", ça n'existait pas. C'est-à-dire personne ne l'a prononcé dans ma famille. Et je pense que d'ailleurs je suis la première de la famille depuis 3 générations, la première salariée. Donc, bref, je vous la fais courte sur ma carrière. J'arrive au moment de la bulle Internet. Donc, pour ceux qui ont à peu près mon âge, je ne sais pas si vous vous rappelez de Frisbee. Je travaillais chez Frisbee. Voilà. Bon, ça ne dit rien à personne, d'accord ? Donc, c'était une des milliards de start-up qui a été rachetée 3 fois, revendue, rachetée, plein d'argent, tout ça, bon. Et puis, donc là, Internet, donc on changeait de boîte à peu près tous les 3 mois parce qu'on était racheté, on changeait de nom, bon. Et je finis chez Self-Trade. La Self-Trade, le frère Big BD ? Non, d'accord. Donc, Self-Trade, et là, je dois avoir, on va dire, 28, 29 ans, et j'ai l'espèce de crise de la trentaine à me dire... mais je n'ai pas du tout envie de continuer à travailler dans ces entreprises privées. Enfin, voilà, j'ai eu la crise de la parisienne qui se dit, moi, je veux travailler dans la culture. Alors, à 18 ans, on va travailler dans l'événementiel. À 30 ans, dans la culture. Et je me dis, oh là là, ma vie, c'est quoi mon œuvre? Qu'est-ce que je ne vais pas continuer comme ça? Bon. Et j'avais cette passion depuis toujours de la photographie. Et je me disais, moi, je veux travailler dans la photographie. Bon.
j'arrive à un moment d'un plan social, on se fait racheter par une banque allemande, enfin bon bref. Et là, je me dis, je reprends mes études, donc je fais une validation d'acquis professionnel. Je rentre à l'université, je fais de la sociologie, où j'étudie la sociologie de l'art avec les théories de Bourdieu. Et j'organise la première exposition d'art contemporain chinois qui a eu lieu à Paris, qui s'appelait Paris-Pékin, qui était une exposition absolument extraordinaire dans la forme, parce que c'était un mécène belge qui s'appelle Guy Hulins, qui finançait entièrement l'événement. Donc on a travaillé avec Villemotte pour la scénographie de l'événement. Enfin, c'était vraiment un événement assez important. Et surtout, il avait une collection privée, mais absolument magnifique, avec une collection de photographies contemporaines vraiment unique au monde. D'ailleurs, il a été monté une fondation en Chine. Après, il a monté la première fondation privée en Chine d'art contemporain. Et là, je me dis, ça y est, j'y suis, super, on ne me délogera pas. Je suis enfin arrivée dans la photo, dans la culture. Et évidemment, mon mari décide de me quitter à ce moment-là, bien sûr, au chômage. Donc, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi, que j'étais... voilà. Donc, je me mets en état d'urgence. Ceux qui l'ont vécu connaissent ce moment-là. Et donc, je reviens, bien sûr, dans l'entreprise privée. Donc là, c'est un peu plus récent. Donc là, je rentre chez Egg, quand même, une belle leçon de flop français. Et donc, je rentre chez Egg et je me dis, si je veux arriver à continuer là-dedans, je dois le faire. Alors, parce que moi, c'est ma façon on va dire, bon, chacun ses petites névroses. Hein. Je me dis, je vais y arriver par le travail. Et donc, je décide de créer une association pour soutenir les jeunes photographes en me disant, personne va me téléphoner un jour du ministère de la Culture en me disant, Marion Islaine, mais on adore ce que vous faites chez Egg, venez travailler chez nous en photographie. Donc, je décide en 2005 de monter l'association FETAR, qui, dès le départ, en fait, est dans le soutien aux jeunes photographes. C'est-à-dire que notre première exposition qu'on a montée en 2005 était 20 jeunes photographes d'aujourd'hui. Donc on a tout de suite trouvé, déjà, nous, ce qui nous passionnait, et surtout, on a tout de suite comblé un manque, puisque les jeunes artistes, on en parlera un peu plus, mais en photographie, c'est quand même un peu compliqué. Donc j'ai fait des magnifiques PowerPoint de ma vie d'avant. Donc... en 2012, c'est-à-dire à aujourd'hui, on a organisé plus de 43 expositions à Paris et en France. Alors, la France, on a plutôt été à Arles pour faire des expositions. On organise des expositions, des lectures de portfolio gratuites, mais je reviendrai dessus. Et vraiment, FETAR, a pour objectif d'aider les jeunes photographes à émerger. Alors, comme un jeune diplômé qui arrive sur le marché de l'emploi, on a envie qu'il ait de l'expérience, mais on aimerait bien l'embaucher parce qu'il a fait des super études, mais on aimerait bien aussi qu'il ait travaillé 5 ans, puis exactement de ce que fait l'entreprise. Donc, pour un jeune photographe, c'est exactement la même chose. Ce qui sert le plus à un artiste, c'est d'être exposé, et paradoxalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour eux. En France, on est dans des structures, on est dans un paysage et dans des structures qui sont relativement figées. Il y a les galeries, les foires, et les galeries, les jeunes artistes, c'est pas très intéressant pour eux de les exposer, parce que le retour sur investissement est pas évident, et parce que une galerie va prendre un photographe qui a déjà un peu plus de bouteilles, qui a plusieurs séries, parce que nous, c'est vrai que sur les photographes qu'on expose, on va dire qu'il y en a 20% qui après font un autre métier parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Donc c'est vrai qu'une galerie va pas prendre le risque, ou alors c'est vraiment très très rare et que le photographe est très très doué d'exposer un jeune photographe. Les foires, c'est les galeries, donc voilà. Et puis les institutions sont là pour travailler sur le patrimoine et pour faire vivre la photographie française en dehors de nos villes. Et à côté de ça, il n'y a pas grand-chose. Donc on a tout de suite investi cette place-là et on va dire qu'on le fait bien. Alors, comment ça se passe? Concrètement, on fait des appels à candidature parce que comme nous sommes une association et qu'on a tous des boulots à côté, vous imaginez bien qu'on ne peut pas parcourir le monde pour aller découvrir les jeunes talents.
Donc, on fait des appels à candidature européens. Je vous expliquerai l'histoire des salles après. Et une fois qu'on a reçu ces appels à candidature, on fait un jury et on sélectionne les photographes. Alors, l'association, elle a pédagogiquement une première partie on va dire, de mission qui est, on va dire, toute la partie en amont de l'exposition qui est, pour être concrète, quand vous êtes face à un jeune photographe et que vous allez exposer sa première série, vous imaginez le lien affectif qu'il peut avoir avec sa série. Donc, on va lui dire, voilà, sur les 350 photos que tu m'as présentées, il va falloir qu'on en choisisse 8. Donc, on a un premier travail, on va dire, d'iconographie avec le photographe pour l'aider à choisir les photos qui vont bien se placer les unes à côté des autres et qui vont raconter l'histoire, non pas avec 300 images, mais avec seulement 8. Ensuite, on va travailler sur le format. Un jeune photographe a tendance à vouloir exposer très, très, très grand, parce qu'on est plus crédible quand on fait une très grande image, et puis on la vend très cher parce qu'en plus on est encore plus crédible. Donc voilà, donc nous on va travailler avec lui sur la taille de son image. Et si vous êtes allé voir le festival ou si vous allez le voir, vous verrez qu'il n'y a pas peut-être deux séries qui ont la même taille, c'est très important. Ensuite, on va travailler sur le papier. Parce que si vous tirez sur du papier fine art mat ou si vous tirez sur du papier glossy, ça n'a rien à voir. Les noirs n'ont rien à voir, la perspective n'a rien à voir. Et le choix du papier est important, après l'encadrement. Et puis, on fait un petit exercice que les photographes ont du mal à faire, et peut-être même les artistes en général, mais je ne les connais pas, mais c'est de parler de leur travail. Parce que ce que je suis en train de vous faire là, qui est un exercice qui n'est pas évident, le photographe, quand il est face à un galeriste, quand il est face à un iconographe ou quand il est face à un éditeur, il va falloir qu'il raconte une histoire par rapport à son travail. Et c'est un exercice qui n'est pas évident du tout parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais tant pis, il faut qu'on raconte et qu'on soit dans le concept et que... Bon, donc on fait ce premier travail en général avant le vernissage presse où chaque photographe se met devant son mur et devant tous les autres photographes va nous expliquer sa série, d'où il vient, pourquoi il a fait ça et va nous raconter son travail. Alors c'est un exercice qui est un peu périlleux, ils n'aiment pas, mais voilà, nous ça fait aussi partie de notre travail de leur apprendre toutes ces choses-là. Une fois qu'on a fait tout ça, on met au mur, donc on leur apprend à accrocher parce que c'est pareil, comme on n'est qu'une bande de bénévoles, eh ben, on fait tout tous ensemble. Donc là, tout le monde vient pour accrocher avec son maître et son niveau et son crayon et sa petite gomme. Alors maintenant, ils ont inventé des niveaux avec un petit laser. Ça marche assez moyen. Il faut quand même avouer qu'à la fin, on finit par le niveau à bulles. Et une fois que tout ceci est accroché, la deuxième mission de l'association, c'est d'essayer de faire venir le plus de monde possible au vernissage, enfin ou à l'événement, de grand public et de professionnels. Parce que ce qui est très important, c'est qu'ils soient remarqués, parce que nous, on est exactement la même chose, on est des passeurs. Donc l'important, c'est que des professionnels de l'image viennent à l'exposition et se disent, celui-là, je note son nom dans un petit carnet. Parce que nous, on a calculé qu'à peu près 60% des photographes qui passaient entre nos mains avaient un contact direct qui leur apportait du boulot derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être très long. C'est-à-dire que un des grands métiers de la photographie, c'est les iconographes de presse qui font beaucoup vivre les photographes. Et un iconographe de presse, par exemple, on a un sujet sur notre regard à l'islam, sur des convertis allemands. Bon, c'est un sujet assez intéressant et le traitement est quand même assez intéressant du photographe en l'occurrence. Bah, une iconographe, il n'aura peut-être pas ce sujet à couvrir dans les 15 jours. Par contre, dans les 2 ans, il peut peut-être avoir tout d'un coup un sujet sur les convertis. Et du coup, il va 2 ans après se dire, eh ben, ce photographe, en fait, on se rend compte que les contacts peuvent être assez longs dans le temps. Donc, voilà la mission de l'association. Ensuite, on organise tout le temps des lectures de portfolio gratuites. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que des lectures de portfolio ? Oui ? Non ? Alors, des lectures de portfolio, on réunit des professionnels. Donc, les professionnels en photo, c'est des galeries, des iconographes, des agents, des agences,
des éditeurs, c'est très important, le livre en photo, c'est vraiment super important. Bon, des commissaires, bien sûr. Et donc, nous, on réunit tous ces professionnels-là et les gens viennent. Alors, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Les photographes viennent avec leur book et viennent présenter leurs images. Et ça, c'est hyper important parce que vous pouvez rencontrer 4 personnes dans une matinée et les 4 personnes vont avoir un avis totalement différent sur votre travail. Et ça, c'est très important pour un photographe. De toute façon, c'est intéressant. En règle générale, c'est un exercice qu'on devrait tous faire. Parce que ça montre, que la photographie, elle n'est pas uniforme, elle est protéiforme et qu'elle peut répondre à des besoins qui sont complètement différents relatifs à l'interlocuteur que vous avez. Et il n'y a pas, parce que c'était quelque chose dont je devais parler, il n'y a pas la bonne photographie. Enfin, moi, je trouve que ça n'existe pas. Quand on fait des jurys, on peut être 10 professionnels à travailler sur l'image depuis 20 ans et ne pas du tout avoir le même avis sur une photographie. Bon, bref. Alors, on a FETAR un fonctionnement un peu atypique parce que on n'a pas de lieu. On n'a pas de financement, c'est-à-dire que notre business model, il est à peu près simple. On a à peu près 50 € en caisse et on autofinance l'intégralité des événements. Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, on a des partenaires comme La Belle Image, qui est un labo, et Epson, qui nous donnent les encres et les papiers. Le labo tire gratuitement, donc ça ne coûte rien au photographe d'exposer avec nous, et même il repart avec une production complète, ce qui est important pour lui, parce que derrière, il peut la faire réexposer ailleurs. Et c'est une espèce de tout est dans l'échange et tout est à peu près gratuit. Donc notre business model, il est un peu, on peut dire foireux, on peut le dire comme ça. Enfin, en tout cas, on ne va pas devenir très très riche. C'est qu'on n'est que dans l'échange, donc on va payer les flyers, voilà. Bon, on n'est pas des galeristes, donc on n'a pas de lieu. Donc ce qui a fait en fait la spécificité de FETAR, c'était bien sûr d'occuper cette place-là et de bien l'occuper, mais c'était surtout on dénichait des lieux qui nous accueillaient gratuitement pour faire des expositions, et là on faisait un événement dans le lieu. Alors ça pouvait être 3 jours, 15 jours, 1 mois, enfin, il n'y avait aucune chose qui était, on va dire, égale d'un événement à un autre. Et ça a eu un énorme avantage, c'est que ça nous a fait un buzz et ça nous a vraiment permis d'acquérir un public. Parce que non seulement le public savait qu'il allait aller voir et découvrir des artistes qu'il n'avait jamais vus, mais en plus, on leur faisait découvrir des lieux et on les faisait bouger dans tout Paris. Alors, je suis allée rechercher la nuit des vieilles photos, donc vous m'excusez parce qu'en plus pour représenter la photographie c'est un peu grave, mais j'ai des photos du fin fond de la cave qui sont pixelisées, mais bon, alors je vais vous montrer, je vous ai fait juste quelques photos pour vous montrer la diversité des lieux dans lesquels on a exposé. On a autant fait le squat qu'on a entièrement rénové qu'un cloître ouvert du Faubourg Saint-Honoré. Voilà. Donc ça, c'est notre première exposition, j'ai mise. Donc c'est 20 photographes d'aujourd'hui dans une galerie qui est à Cachan qui s'appelle l'Espace Dialogos. Et cette première exposition qu'on a faite, on l'a fait, vous voyez comment se passent les projets, hein, on le fait, on est super, voilà, on est comme ça, on est comme des fous et tout ça, mais on se dit, bon, voilà, on est quand même un peu, ça a été un carton, on a eu 4000 personnes au vernissage, on ne savait plus quoi en faire, enfin, bon, ça a pris tout de suite, mais on avoue que c'était quand même un peu étonnant, parce que Cachan, c'est du Cachan, le RER, alors là, le Parisien, jamais. Mais on récidive parce que Bagatelle, le Parisien, on a un peu de mal. Hein. Donc ça, c'est voilà, ça c'est Cachan. Ça c'est la ville de Guyancourt. On a fait une exposition sur la frontière et sur l'art aux frontières. Et donc ça, c'est la ville de Guyancourt qui nous a demandé de faire une exposition pluridisciplinaire sur le sujet. Ça, c'est le théâtre de l'avant-scène de Colombes. Alors ça c'était bien. Alors ça c'était dans un endroit, c'était dans le 19e, chez un contact qu'on avait eu, et en fait on passait une porte cochère, c'était vers la place des Fêtes, on passait une grande porte cochère, et là on arrivait dans un espèce d'endroit qui existe, il n'y a qu'à Paris qu'on peut voir ça, d'espèces de grandes cours immenses avec plein d'espèces de petites maisons loft qui étaient que des ateliers d'imprimerie, donc qui étaient absolument magnifiques, et c'était vraiment un endroit magique et qu'on a entièrement réhabilité, c'est-à-dire que le lieu, je vous ai mis la photo, je vous mets la photo le lieu, on l'a eu comme ça. Donc on a loué un camion, enfin non, on a trouvé un mec qui avait un camion pour nous, parce qu'évidemment on n'a pas de fric, donc tout est comme ça. Tout est dit, donc t'as pas un copain qui a un camion? Je suis allée à Batcor acheter du BA13, et oui, avec les rails de BA13, donc là, c'est pareil, t'appelles
Dis donc, t'as pas un copain qui s'est posé du BA13? Ah bah si, j'ai bien... Bon, alors donc on a posé du BA13, on a peint, on a acheté des... Alors je vous le dis, là, les petites files d'ampoule, parce qu'on a fait une étude de marché, je ne dis pas, c'est Leroy Merlin. Donc c'est c'est les petits rails d'ampoule comme ça. C'est la moins chère, ça doit coûter 20 €. C'est mortel. Enfin, ça tient un mois d'expo. Et voilà. Après, donc on a mis du BA13 pour cacher un peu, pour faire cache-misère. On a peint, on a mis des rails d'électricité. Enfin bon, on y a passé des week-ends et des week-ends. Et on a fait 2 expositions dans ce lieu qui était vraiment génial. Ça, c'est un showroom de meubles dans le Marais, assez chic, qui s'appelle Écart. Et qui vend des meubles des années 30, donc c'était super chic. On a fait 2 expositions dans ce lieu. Ça, c'est un squat. Alors, pour ceux qui... Est-ce que quelqu'un a déjà été à la Générale à Belleville, qui était un squat? Voilà, donc c'était un squat assez génial. Alors, le squat est un univers impitoyable, c'est-à-dire que chacun avait son étage. Donc, c'était très compliqué dans l'étage A. Donc, c'était un truc administratif, je sais pas très bien, c'était des bureaux. Mon domaine, c'était pas genre hôtel des impôts, enfin un truc comme ça. Et donc, chacun avait son étage, et à chaque étage régnait un maître de l'étage. C'était assez drôle. Donc, il y avait l'étage du rez-de-chaussée qui était super arty, art contemporain. D'ailleurs, je crois qu'eux, ils ont été relogés. Nous, on était peut-être au dernier étage, et on a fait 2 expositions qu'on cartonnait là-bas et qui nous ont beaucoup... on peut dire que ça a marqué un peu un tournant dans notre histoire. On a fait 2 expos. Alors, c'était un grand étage avec plein de pièces. Donc, il y avait des pièces, des espèces de salons, entre guillemets. Et puis, dans chaque pièce, on avait mis des artistes. Donc, je vous montre un peu. Donc, il y avait des murs tout pourris. Il y avait des choses qu'on avait repeintes. Il y avait des installations. Ça, c'était une installation. Et on avait reconstitué, alors on avait une photographe qui faisait une série sur la solitude dans les chambres d'hôtel, qui s'appelle Tatiana Margot Bonhomme, et on avait reconstitué une chambre d'hôtel. Donc ça, c'est pareil. T'as pas un copain qui a un camion, je vous la fais courte. Donc on a été chercher les meubles, les rideaux, on a trouvé une tringle chez mamie, on a posé tout ça. Ça crée des liens. Hein. Alors autant vous dire que quand vous venez à une exposition Fêtard, on est à l'inverse de la galerie, froide et mortifère, où on n'ose même pas marcher. Moi, je marche sur la... Si tu as le malheur d'avoir mis des talons dans une galerie, tu te dis c'est horrible, on n'entend que moi, c'est un cauchemar. Et si tu as le malheur de venir avec tes enfants, là, ils appellent les CRS carrément. Donc nous, comme on passe avec les photographes des heures à monter, démonter, peindre, etc., quand vous venez dans une exposition, vous êtes dans la vie. Enfin, je veux dire, ça se ressent immédiatement. C'est-à-dire, pour le coup, on est vraiment dans la créativité, on est dans le soutien, on crée comme une famille à un moment clé, et ça fait vraiment toute la différence quand vous venez chez nous. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos. Ça, c'est la mairie du 9e. Ça, c'est la galerie Univers qui est dans le 11e. Alors, des fois, des galeries nous demandent, quand ils ne sont pas spécialisés en photo, des galeries nous demandent, ou des institutions nous demandent d'intervenir sur la photo. Là, le thème, c'était La rue est à nous. Et là, on avait fait une performance qui était un peu partie en sucette. Le mec, il avait mis de la peinture partout. Enfin, on a passé des heures à gratter. Enfin, je vous passe toutes les petites anecdotes. Ça, c'est les rencontres d'Arles. Alors, les rencontres d'Arles, c'est un lieu très important pour la photographie, puisque c'est le festival européen mondial, on va dire. C'est vraiment le festival le plus important quasiment au monde après l'Espagne. Bon, c'est peut-être même avant l'Espagne, je vais me faire égorger. Et donc, les rencontres d'Arles, voilà, c'est le lieu où il faut être. Il y a bien sûr une programmation officielle. Vous imaginez bien que nous faisons partie de la programmation officieuse. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. Nous, vers le mois de mai, on envoie des personnes à Arles, on trouve des boutiques qui sont encore à louer ou des lieux, etc. On les loue pour les rencontres d'Arles et on s'installe pour la semaine pro. Donc ça, on l'a fait 2 années de suite, un peu comme ça en baroudeur. Et les 2 dernières années, on a été pris dans une galerie qui s'appelle le Magasin de Jouets, qui est une toute nouvelle galerie qui s'était installée, et on a exposé là-bas les 2 dernières années. Ça, c'est la galerie. Alors, c'est pareil, c'est des endroits où il faut être, les rencontres d'Arles. Déjà parce qu'en termes de réseau, c'est très important.
Ça vous permet vraiment de rencontrer des gens qui sont totalement inaccessibles à Paris. C'est-à-dire vous pouvez vous retrouver à côté de grands galeristes, de grands commissaires, de responsables d'institutions. Vous pouvez vous retrouver avec la responsable du jeu de paume à boire une bière, quoi. Ce qui est totalement impensable à Paris. Donc voilà, c'est important d'y aller parce que voilà, ça crée du lien. Il y a beaucoup de lectures de portfolio. Par exemple, là, dans le festival Circulation, il y a 2 auteurs qui ont été invités, qu'on a découvert aux lectures de portfolio de Off du Arles. Donc, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit ici. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Alors, ça, c'est l'usine Springcourt, les baskets, qui est un lieu de bureau, et ils ont un espace en bas qui est un espace de rencontre, de découverte, enfin qui se laisse un peu libre. Là, on y a exposé Malik Nejmi, qui a eu quelques semaines après qu'on l'ait exposé le premier prix de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, on était assez contents parce que il y a eu vraiment un lien direct. Ça, c'était son exposition sur les nounous en Afrique. C'était pas très drôle comme exposition. Ça, c'est le théâtre de l'Odéon. On s'occupe d'un prix qui s'appelle Photo d'hôtel, photo d'auteur. Et ça, c'était au théâtre de l'Odéon. Une photo recomposée par Julien Taylor, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est le studio Daguerre. Donc, c'est un studio de photo. Et ça, c'est moi. Ça, c'est le couloir du printemps Haussmann. Donc c'est pour vous montrer un peu la diversité des lieux où on a exposé. Et ça, je n'ai pas trouvé de photo. C'est le cloître ouvert du Faubourg Saint-Honoré. Alors ça, c'est un cloître qui a été rénové il y a 2 ans. Ils ont rabaissé le sol et du coup, ça leur fait tout un niveau supplémentaire. C'est hyper chic, c'est magnifique et c'est en plein. Je crois que c'est encore le 17e, peut-être le 8e. Et c'est pareil, on rentre, il y a un immeuble. Parce que je crois qu'on n'avait pas le droit de construire pignon sur rue. Et on passe un immeuble vraiment des années 60, on rentre et là, il y a le cloître. Alors, on voyait passer des religieux plein milieu de notre vernissage. C'était quand même assez drôle comme endroit, super ouvert. Enfin, on n'a pas eu trop de censure. Pas trop. Alors, quelques résultats, parce que vous allez me dire c'est super, mais est-ce que ça marche ? Alors, Lucie et Simon, ils ont fait une série qui s'appelle Vue de haut. Alors, je pense que pour les DA, ça va vous parler. C'est une série où ils prennent de la vie quotidienne vue de haut. Donc il y a le mec dans son bain, le déjeuner de famille, etc. Ça a été repris après sur la campagne de l'Abbé Pierre, je crois, sur le mal logement, comme ça, justement, une photo vue de haut. Donc typiquement, Lucie et Simon, c'est des gens, j'ai ouvert leur book pour la première fois à la Générale, pendant des lectures de portfolio. J'ai vraiment flashé sur leur travail. On les a accompagnés, on les a exposés 3 fois, on les a présentés à des prix. Et ils ont eu le prix HSBC en 2010. Stéphanie Lacombe, qu'on a exposée en 2008, a reçu le prix Niepce 2009. Malik Nejmi a eu le prix de l'Académie des Beaux-Arts. Malik Nejmi, on a été les premiers à l'exposer. J'avais découvert à Arles. On a été les premiers à l'exposer à Paris. Alors, Charlotte Tanguy et Maya Flore. Alors, Maya Flore, c'est celle qui a fait l'affiche du premier festival Circulation que j'ai mis après. Je pense que l'image va vous parler parce qu'elle a fait la une des magazines. C'est une jeune fille qui s'élève dans les airs. Maya Flore, je l'ai découvert aux lectures aux portes ouvertes des Gobelins. Donc, porte ouverte de fin d'année des Gobelins. Là, tous les auteurs étaient là avec leur book. On a découvert le travail de Maya Flore et on lui a dit, écoute, il faut que tu présentes ton dossier pour Circulation. Et voilà, donc toutes ces choses-là, ça marche. Enfin, c'est important de montrer son travail, d'en parler. Enfin. Charlotte Tanguy, elle a été prise à l'agence Vue. Donc Maya Flore a été prise à l'agence Vue. Elle est dans une galerie américaine, elle est dans une galerie parisienne. Enfin, elle, ça a été vraiment un carton. Éric Pillot, qu'on a exposé l'année dernière à Circulation, vient d'avoir le prix HSBC. Décidément, HSBC nous aime bien. Julien Taylor, dont vous avez vu la photomontage, qui a vraiment une photographie assez atypique. C'est pareil, on a été les premiers à l'exposer. On l'a exposé pour la première fois en 2006. Il a eu le prix Nicolas Feuillat pour l'art contemporain en 2011. Et pour vous montrer concrètement les petites choses, mais qui sont très importantes pour des photographes, parce que c'est ces petites choses qui font la différence,
cette année, donc là la semaine dernière, Tony Christensen, qu'on a découvert, qui est un Danois, que j'ai découvert par le web, a exposé et a été pris pour faire une pleine page dans Libé pour illustrer un article. C'est très clairement grâce à nous parce qu'il est totalement inconnu en France. Et Bernard Comment du Seuil est venu visiter l'exposition. Il a flashé sur une photo et il va le présenter pour faire la couverture d'un bouquin du Seuil dans les prochaines sorties. Donc c'est pour dire que voilà, les exposer, les montrer, diffuser leur image, diffuser des dossiers de presse, pour eux, ça marche. Et c'est super important. Voilà la photo qui illustre l'article de Libé. Je suis très fière parce que c'était un peu mon petit chouchou. Alors, tout ça pour arriver à un moment, je pense qu'on doit être en 2009, et il y a un moment où on a eu un peu la crise de croissance. On s'est dit, bon, c'est super et tout, mais si on veut quand même un peu s'ancrer dans ce qui se passe dans le paysage, et si on veut être un peu crédible, parce qu'il y a un moment entre le fait d'aller dans des squats et avec le nom qu'on a, il y a un moment où, pour les institutions, on est quand même on fait un peu des colliers de pâtes. On s'est dit, il faut qu'on ait un événement tous les ans, au même endroit, voilà, il faut quand même qu'on fasse un truc un peu institutionnel qui s'inscrit dans quelque chose qu'on comprend, un message un peu plus clair pour la presse, pour les institutions, etc. Et donc, on s'est dit, on va monter un festival. Enfin, on a travaillé sur l'Europe en 2008 parce que le sujet du mois de la photo, c'était l'Europe. Enfin, je vous la fais courte. Et donc, on s'est rendu compte que, un, c'était passionnant, et deux, qu'on pouvait y arriver malgré le peu de moyens qu'on avait, et que grâce au web et aux réseaux sociaux, on pouvait très bien faire venir en fait pas mal de photographes européens à nous. Et donc, on a décidé de monter ce festival. Donc, vous imaginez qu'il a fallu qu'on trouve un lieu qui nous accueille gratuitement pendant un mois, enfin pendant une période assez longue. Vous imaginez qu'à Paris, c'est vraiment, vraiment pas simple. Donc, on a passé un an à chercher. Et on peut appeler ça du miracle. La mairie de Paris, à travers la DEV, c'est-à-dire les parcs et jardins, représentée par Sylvie Depont, Christophe Gérard et Fabienne Giboudot, ont dit bingo, on vous suit. Ce qui pour nous était vraiment... tous les jours, je les remercie parce qu'il fallait vraiment avoir du courage pour se dire bon, on y va. Sachant que Christophe Chaumont avait fait beaucoup d'expositions. Ça faisait longtemps qu'il nous suivait, donc il savait qu'on était capable d'assurer, mais quand même, fallait être courageux pour dire ok, bon, allez, on vous laisse le lieu. Donc, ils nous ont dit bingo, on vous laisse Bagatelle. Là, c'était 6 mois avant l'exposition. On s'est dit oh putain, on va jamais y arriver. Donc, on lance l'appel. On n'avait rien. On n'avait pas de photographe, on n'avait rien. On n'avait pas lancé l'appel à candidature. Donc, on lance l'appel à candidature. Donc, on passe en mode H24, on dort plus. Et là, il fallait quand même qu'on trouve de l'argent parce que Bagatelle, il y a un moment où il faut quand même qu'on fasse des affiches. Enfin, la pub, ça coûte quand même de l'argent et tout ça. Et puis, on voulait quand même encadrer l'intégralité des photos. Et ça, pour le coup, il y a de la matière première. Donc, on est quand même obligé de payer un labo qui va nous les contrecoller. Enfin bon, bref, donc on part dans la recherche de sponsors. Enfin bon, bref, on y est arrivé avec un mini budget, mais voilà, on savait qu'on avait ce budget-là, on n'a pas dépassé, et on a fait une première édition de circulation en 2010. Et ça a énormément marché. On a eu Laura Serrani en marraine, c'est-à-dire qu'à chaque fois on prend un parrain de l'édition. Laura Serrani, qui pendant 25 ans a travaillé à la FNAC dans les galeries photos et qui est commissaire du festival de Bamako, et qui nous a vraiment beaucoup aidé pour cette première édition parce que c'est quelqu'un qui est dans une relation assez maternelle, donc ça nous allait très bien. Elle nous a vraiment apporté des gens de l'institution qu'elle a fait venir. Enfin, elle a vraiment été très très engagée sur le festival. Et cette année, on a Christine Ollier en marraine. Christine Ollier est la directrice artistique de la Galerie des Filles du Calvaire. Donc, plutôt pointue. Donc, elle nous a bien challengé. Donc, voilà la première affiche de festival. Donc, la jeune fille qui part dans les airs. Et vous avez la deuxième affiche à côté. Alors, je vous ai mis quelques photos, mais je vous invite à y aller, sachant que ça se finit le 25 mars, donc il faut se dépêcher. Alors ça, c'est une installation de Camille Scherer, qui est une installation interactive, donc on n'est pas tout à fait dans la photographie, et qui fait que quand vous vous mettez sous le faisceau, il y a des personnages qui arrivent. Elle est suisse, elle a 20 ans, elle a un talent incroyable, elle a fait un livre pareil, interactif, qui a été acheté par le MoMA et la MEP.
Elle a vraiment beaucoup de talent. Je l'ai découvert au Cube, d'ailleurs, aux 10 ans du Cube. On a fait des salles de projection. Alors, pour la petite histoire, on a fait des salles de projection avec des couvertures parce que le Trianon n'est pas chauffé. Donc, voilà. Voilà, donc je vous ai mis quelques illustrations de circulation. On est en même temps dans les jardins et en même temps à l'intérieur. Il y a 42 photographes. Sur ces 42 photographes, il y en a 27 qu'on a pris par un jury, donc suite à un appel à candidature. Il y a des invités, c'est-à-dire des artistes qu'on avait envie d'inviter, qu'on avait croisés, comme Camille Scherer, par exemple. Et on a la carte blanche de Christine Ollier avec 3 artistes. Donc ça, c'est les expositions en extérieur. Bon, Bagatelle, c'est beau. Hein. C'est-à-dire que les Parisiens, ils n'ont pas du tout. Et Bagatelle, c'est loin. Et puis en plus, il n'y a pas de métro. Alors là, déjà, ça fait 2 difficultés. Et alors, bon, alors ceux qui habitent à l'Est, on oublie définitivement. Mais par contre, une fois qu'ils y sont, c'est-à-dire ceux qui le font et qui y vont, disent c'est génial, ne bougez pas, cet endroit est extraordinaire. Et c'est vrai que quand on vient de la ville, on est là, on vient de se taper quand même beaucoup de transport. On arrive dans ce lieu-là, ça fait déjà un sas de décompression parce qu'on est dans la nature. Et voilà, c'est quand même un lieu absolument extraordinaire pour exposer. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés. Ça, c'est une photographe allemande, c'est assez intéressant. Elle remplace les seins des icônes par des chiens pour montrer la relation qu'on peut avoir maintenant à l'amitié et à la fidélité. Voilà, donc je vous mets quelques photos comme ça. Il y en a eu beaucoup. Ça a beaucoup plu à la presse, cette série qui est une série d'autoportraits. Ça, c'est un petit anglais que j'adore. Alors, il a pris des photos de famille. Ah, c'est pareil, il a genre 22 ans. Il a pris des photos de famille. Et il a reconstitué. C'est-à-dire, c'est que des autoportraits, donc c'est lui. Donc il change la coupe de cheveux, il s'achète les fringues. Donc il copie des photos de famille, il reprend la pose de la photo de famille. Donc il y a son oncle, son cousin, sa maman quand elle était jeune, etc. Mais c'est lui à chaque fois. Il se remet les fringues, il se fait la coupe de cheveux, il prend la pellicule d'époque, j'imagine grâce à Instagram, et il fait les poses. Voilà. Et donc il reconstitue toute son histoire familiale par des autoportraits en mise en scène. L'année dernière, on a eu 24 000 visiteurs, ce qui était vraiment un succès parce que Bagatelle est un endroit qui est très peu visité en hiver et que le challenge pour eux, c'était de faire venir du public en hiver. On a eu 4 500 au vernissage et on a eu 40 lecteurs professionnels au moment des lectures. Voilà, le festival Circulation a tourné en Europe. Il faut que j'arrête, c'est ça? Et cette année, on a pris des festivals européens pour qu'ils créent le lien avec le reste de l'Europe. Et j'insiste, mais Circulation est une manifestation qui est organisée uniquement avec des bénévoles. Et voilà, je les salue parce qu'on bosse vraiment beaucoup. Et c'est que de l'énergie et de l'énergie positive. Voilà. Merci Marion. Est-ce qu'on a des questions pour Marion? Des jeunes photographes dans la salle? Qui veut se faire aider? Barka va te passer le micro. Bonjour, moi je ne suis pas du tout jeune photographe. Par contre, je travaille dans le web et je serais curieux de savoir comment vous organisez en fait le réseautage, si vous en avez un sur la partie numérique le reste de l'année. Et si du coup vous avez d'autres événements que Circulation en événements physiques, pareil sur le web, sur des galeries en ligne, sur des réseaux spécialisés, le reste de l'année. Alors, on a un événement qui s'appelle Entrevue, qui est un... Alors, de façon générale, quand on a commencé à travailler sur le festival, été chercher tous les festivals et toutes les galeries qui pouvaient nous aider à créer un réseau et à diffuser l'appel à candidature. Donc, on a passé vraiment des heures, enfin des soirées entières à chercher pays par pays. Donc, on s'était partagé les pays, tous les gens qui comptaient en photographie dans chaque pays pour leur envoyer l'appel à candidature. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait de petites mains, d'aller chercher un peu tout ce qui se faisait sur les Facebook, etc., en mettant en ligne notre appel à candidature. Et du coup, ça a petit à petit créé un réseau. Ensuite, on a un événement qui s'appelle Entrevue,
qui permet justement tous les 2 mois d'exposer en ligne 2 artistes, un artiste européen en regard à un artiste français. Et ça, c'est un projet qu'on fait avec Jean d'Image. Jean d'Image est l'association qui fait le prix Nadar et le prix Archimboldo et le prix Niepce. Je ne sais pas si ceux qui font prix Nadar, je vous dis des conneries. Archimboldo et Niepce. Et voilà. Et ça, c'est un événement qu'on a tous les 2 mois en ligne. Mais c'est tout ce qu'on fait en ligne, en fait. Merci Marion. Merci à vous d'être venus. Marion, on l'a choisie pour la première parce qu'elle est bénévole et elle fait bouger les choses. Ce qu'on veut faire nous aussi. On va vous proposer d'autres personnes exceptionnelles aux prochaines rencontres avec d'autres sujets. Évidemment, ça ne va pas être la photo chaque fois. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous invite à prendre un café, un croissant et puis il faut aller travailler aussi, non ? Salut.